Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes plus de 320 connectés pour cette première édition des rendez-vous TPE, PME et Association de la Nouvelle-Aquitaine qui se dérouleront donc tous les mardis et tous les vendredis de 14h à 15h. Depuis la date du confinement du 17 mars dernier, la société vit cette crise sanitaire qui bouleverse le quotidien de nos organisations. Nous tous, chefs d'entreprise, indépendants, professions libérales, dirigeants d'associations, secteurs marchands et non marchands, sommes confrontés à cette situation inédite. Mais ces événements font aussi apparaître de formidables élans de solidarité dans nos quartiers. Des réponses à apporter à la situation actuelle pour gérer, planifier et prévoir les actions à entreprendre ont nécessité de la part de l'ensemble de nos organisations professionnelles, consulaires et syndicales de ne parler qu'une seule voix, et on peut remercier la Chambre de commerce Bordeaux-Gironde, la Chambre de métiers de la Gironde, la Chambre d'agriculture de la Gironde, le MEDEF, Gironde et Nouvelle-Aquitaine, la CPME, Gironde et Nouvelle-Aquitaine, l'Union des entreprises de proximité, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie de la Gironde et de la Nouvelle-Aquitaine, la Confédération de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises, la Fédération nationale des transporteurs, l'Union nationale des entreprises adaptées, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, l'Association Insertion par l'activité économique, l'UDES, l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire, le Mouvement des entrepreneurs sociaux, le CJD de la Gironde, la Jeune Chambre économique de Bordeaux et de la Nouvelle-Aquitaine et le Césaire Nouvelle-Aquitaine. Je suis Frédéric Petit, entrepreneur social à Bordeaux, et j'animerai ce moment que nous allons passer ensemble pendant 3 quarts d'heure. Alors, quelques petites règles. Vous avez donc sur le côté droit de votre écran une partie chat qui vous permet de dire bonjour, d'envoyer un petit message à des gens que vous repérez. Vous avez ensuite une partie, un onglet questions. C'est ici que vous allez poser vos questions sur lesquelles nos invités qui vont se présenter assez rapidement vont répondre. Et un troisième onglet qui est un onglet sondage où nous vous enverrons pendant cette séance 4 sondages que nous vous invitons à remplir. Nos invités donc vont se présenter en 3 petites minutes. On va commencer donc par Jean-Paul Pagola, donc président des URSSAF de l'Aquitaine. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire un contexte aujourd'hui face à cette crise sanitaire de la part de votre institution? Alors, tout d'abord, merci à tous les gens qui sont là pour leur présence, et c'est très encourageant. Alors, je suis président du conseil d'administration de l'URSSAF Aquitaine. C'est-à-dire que je ne suis pas vraiment un technicien, je suis un politique, je suis chef d'entreprise avant tout, et je vais être là pour vous donner à la fois le ressenti de l'URSSAF, le ressenti du travail et le ressenti de la petite entreprise. Alors, l'URSSAF Nouvelle-Aquitaine, c'est 15 milliards d'euros d'encaissement annuel de cotisations sociales pour financer la sécurité sociale, pour financer la santé. C'est une chose très, très importante. On fait d'énormes efforts en ce moment. On a laissé des libertés de choix de cotisation. On intervient, on repousse automatiquement des cotisations. On essaye d'aider un maximum de monde. Et de plus, pour les travailleurs indépendants, on a mis un système d'aide sociale qui va venir les aider et qui va venir leur apporter des solutions. Voilà, je suis là pour répondre à toutes vos questions et je tiens quand même à féliciter le personnel de l'URSSAF qui aujourd'hui travaille. Aujourd'hui, on a 88% des gens qui sont en télétravail de l'effectif total et on va passer la semaine prochaine à 94%. Voilà, on va améliorer l'aide téléphonique, on va améliorer beaucoup de choses pour être au service des cotisants, qu'ils soient petites ou grandes entreprises. Très bien, merci Monsieur Pagola. Je profite, avant de donner la parole à Élodie Glandier, dans la rubrique l'onglet questions, vous avez un petit triangle sur le côté de la question qui vous permet de voter pour la question qui vous ressemble. Très souvent, les questions sont formulées de manière différente, mais la réponse est la même. Donc, balayez votre écran pour regarder donc les questions et n'hésitez pas à voter puisque moi, je fais monter à l'écran les questions qui ont le plus de votes. Élodie Glandier, est-ce que vous pouvez donc déjà vous présenter et puis nous donner le cadre de cheminement pour le chômage partiel? Donc, bonjour à tous. Oui, donc Élodie Glandier, moi je travaille à la Direct Nouvelle-Aquitaine. Je suis située à Bordeaux, mais voilà, en tout cas dans l'unité régionale qui s'occupe de toute la région. Après avoir été du coup dans les départements en direct, avoir traité de l'activité partielle pendant plusieurs années, là aujourd'hui je viens en aide aux collègues dans les départements et donc j'assure un peu la hotline sur les questions, les soucis. On essaye de régler tous les problèmes en lien avec
du coup, je suis en lien avec le ministère et les services du ministère là-dessus. Donc, j'espère pouvoir répondre à toutes vos questions. Voilà, c'est mon objectif en tout cas. Et sinon, ben, on s'engage à revenir vers vous. C'est les joies du direct. Voilà, c'est ça. Excusez-moi. Pas de souci. Donc voilà. Donc bonjour à tous. Sur votre question qui était un peu la présentation un peu du cadre aujourd'hui, hein, mais je crois que vous le savez, mais bon, c'est quand même bien de se le redire. On a plusieurs phases pour créer, du coup, pour pouvoir bénéficier de l'activité partielle de manière dématérialisée, puisque tout passe par là, il n'y a plus de passage en papier. On va sur le site activité partielle, je ne sais pas si on peut vous mettre le lien, mais c'est pas un souci. On va le publier dans le chat, le lien, on va le rappeler dans super. le chat. Vous créez votre espace personnel et là, en fait, vous attendez du coup d'avoir l'habilitation de compte et il vous faut 3 mails. Jusqu'à mercredi dernier, il vous fallait 3 mails. Il vous fallait un mail avec votre identifiant, un mail avec votre mot de passe et un mail avec une habilitation, puisqu'en fait, on a un prestataire qui gère le site internet qui s'appelle l'agence de services de paiement et c'est elle qui vous attribue ce mail-là. Et cette habilitation-là. Donc ça, c'était jusqu'à mercredi. On a voulu simplifier au maximum. Donc depuis mercredi, normalement, c'est automatique. Vous créez votre espace personnel, vous recevez normalement automatiquement vos codes et vous pouvez rentrer. Donc on est en plein travail aussi de simplification du site parce que voilà, mon directeur régional qui va peut-être se connecter vous présentera aussi un peu vous expliquera 30 secondes les pourquoi du comment. Ah ben le voilà. Ah non. Non, j'avais disparu. Et il vous présentera voilà un peu le contexte et on sait que voilà depuis 3 semaines la masse de demandes arrivant sur le site, les outils n'étaient pas adaptés, donc là en urgence on a essayé d'en adapter au maximum. Donc vous créez votre compte, une fois que vous êtes sur le site, après il y a 2 phases. Dans le cadre de la crise du coronavirus, vous avez une 30aine de jours, mais même si vous avez un peu dépassé, parce qu'il y a de la souplesse, il n'y a pas de souci. Une 30aine de jours, une fois que vous avez mis vos salariés en activité partielle, pour déclarer et surtout demander l'autorisation. Alors, sachant qu'il n'y a pas vraiment de souci d'éligibilité sur la partie coronavirus, mais en tout cas, si c'est le motif de demande d'activité partielle, on reviendra dessus. Et donc, une fois que vous faites votre demande d'autorisation, en 48 heures, soit les services reviennent vers vous pour vous demander des précisions et à ce moment-là, vous avez un mail. Alors, l'intitulé, voilà, il n'est pas très forcément sympathique, mais c'est une invalidation. Mais en fait, c'est pas une invalidation pour un refus, c'est une demande de précision des services. Ils ont besoin d'avoir 2-3 infos pour faire passer votre demande. Et en 48 heures, normalement, vous avez une acceptation tacite. Et c'est automatique, vous recevez un mail en disant vous êtes autorisé. Et avec ce mail-là, vous avez un code alphanumérique avec des lettres et des chiffres qui vous est envoyé par mail. Et grâce à ce code, après, vous revenez sur le site et vous faites votre demande d'indemnisation. Alors, sachant que, normalement, l'ordre, c'est on met nos salariés en activité partielle, alors une fois autorisés ou dans le cas d'une décision rétroactive. Et ça, c'est le mois qui se déroule. À la fin du mois, vous faites vos bulletins de salaire. Là, donc c'est en ce moment. En détaillant heures chômées, heures travaillées, ça n'a pas de souci avec les nouveaux taux. Pour le mois de mars. Et une fois que vous avez fait vos bulletins de salaire, vous avez versé les salaires du coup à vos salariés, vous faites votre demande d'indemnisation, si ça peut être en même temps, il n'y a pas de souci. Et vous nous envoyez votre demande d'indemnisation et là, elle est traitée, c'est juste du contrôle de cohérence. Éventuellement, on revient vers vous pour une ou deux questions, mais normalement, c'est vraiment rapide et ça part en paiement. Donc voilà. Très bien. Alors, on ouais. va faire apparaître donc une première question. Alors, on excuse pour l'instant Pascal après des risques, mais qu'il y a un problème de connexion. De toute manière, nous aurons l'occasion sur les autres webinaires de retrouver les services de la Direct. Alors, il y a une question qui enchaîne avec ce que vous venez de préciser, qui a été posée par François Ponce. De quelle preuve la Direct a-t-elle besoin sur nos demandes de chômage partiel? Tous les internautes voient la question s'afficher. Hein. Oui, alors, même si ça a pu être le cas dans les années passées, on va dire, dans une gestion classique, on a pu vous demander quand même des justificatifs. Là, aujourd'hui, clairement, dans le cadre de la crise du coronavirus, on est vraiment dans une politique de souplesse et de bienveillance avec vous. Donc, logiquement, il n'y a pas beaucoup de il y a pratiquement pas de justificatifs qu'on va vous demander. C'est surtout ce qu'on va vous demander, c'est surtout de bien préciser dans votre demande que vous allez rédiger et remplir,
dans la partie motif, de bien décrire en fait l'impact sur votre activité et sur votre organisation de travail de cette crise, éventuellement de l'arrêté de fermeture ou pas, et si vous êtes autorisé à exercer votre activité, oui, mais il peut y avoir quand même des conséquences pour vous. Donc voilà, expliquez ça. Ça nous permet en fait d'éviter de revenir vers vous pour vous poser la question. Et dans ce cadre-là, non, normalement, il n'y a pas de justificatif. Après, les éventuels justificatifs qu'on pourra vous demander, c'est dans le cadre de la partie indemnisation pour vérifier que, en termes d'éligibilité des salariés, voilà, qu'il n'y ait pas de souci et que, par exemple, dans le cadre d'un, mais ça, ce serait un contrôle a posteriori, hein, c'est ce qu'a annoncé Madame la ministre. C'est-à-dire que là, on est plutôt, nous, notre objectif, c'est le paiement le plus vite possible pour vous, pour ne pas vous mettre en difficulté. Et éventuellement, par contre, on reviendra vers vous après pour vous dire, écoutez, tel salarié, vous nous avez déclaré qu'il a été en activité partielle, en heures chômées, en chômage partiel, tant d'heures, tel mois, au mois de mars, au mois d'avril. On sait qu'il peut y avoir des arrêts maladie avec l'assurance maladie. Voilà, on va peut-être croiser ça. Ou alors, par exemple, on va éventuellement pouvoir vous demander des justificatifs après coup sur les bulletins de salaire que vous avez fait pour voir si c'est bien en cohérence avec votre déclaration. C'est des choses comme ça. Mais en termes de justificatif, par exemple, si de l'impact économique du coronavirus sur votre entreprise, normalement, vous n'avez pas de documents à nous fournir. De toute façon, on va être clair, hein, sur le site, la partie espace documentaire a été vraiment réduite pour justement faciliter les accès. On avait des outils informatiques qui n'étaient pas adaptés à la masse de demandes qu'on est en train de traiter. Donc, on a vraiment réduit toute la partie documentaire pour libérer du flux Internet, quoi. Est-ce que vous avez une information, alors qui est la plus récente possible, sur le nombre de dossiers qui ont été enregistrés sur votre plateforme et le nombre de refus qu'il y a eu? Oui, alors sur la partie chiffres et données, je vais d'abord vous donner les données les plus sécurisées qui datent de mercredi dernier, qui ont été vérifiées par nos services statistiques, etc. Donc c'est les données. Et puis je vais quand même vous donner une image de moi, de ce que je vois quand même. J'ai des sorties quotidiennes, même si il peut y avoir des doublons, des choses comme ça. Donc, mais je vais vous donner quand même une vision à hier. Donc déjà au 25 mars, donc ça c'était mercredi dernier, on avait 8544 demandes pour la région Nouvelle-Aquitaine. Donc un peu plus de 8500, sachant qu'il y avait aussi des retards de création de comptes, hein, ça on en a conscience. Donc voilà. Et sur ces 8544 demandes, c'est à peu près 88 000 salariés concernés, et puis un peu plus de 35 millions d'heures sur l'ensemble de la période demandée concernée aussi, de chômage demandé. Ça, c'est 4 fois plus que la semaine d'avant. Donc, vous voyez, c'est là en termes de montée en puissance des sites. C'est pour ça qu'à un moment aussi, les outils, ils ont pas suivi. Et par contre, sur, du coup, votre question qui était combien de refus, sur ces 8500, il y a eu 4 refus. Et sur les 4 refus, il y en a un, mais c'était vraiment des refus vous allez vite comprendre, d'éligibilité. C'est-à-dire qu'on avait eu un syndicat d'une commune. On était sur une collectivité locale. Voilà, ils pouvaient pas rentrer dans le cadre. On n'était pas sur des contrats de droit privé. Enfin, voilà. Donc ça a été refusé. Et puis après, on a eu une clinique de santé. Donc là, on a d'abord refusé, on est revenu vers elle pour savoir comment ça se fait qu'une clinique de santé aujourd'hui est en chômage partiel. Bon, et après, on a rediscuté avec elle, avec le préfet de département, il n'y a pas de souci. Après, on a pu revenir sur une autorisation un peu plus, avec un périmètre plus restreint, une durée plus restreinte aussi, en fonction de ce qu'ils nous avaient expliqué. Voilà. D'accord. Et aujourd'hui, voilà, et juste conclure, du coup, aujourd'hui, les données les plus récentes. 8500 la semaine dernière, je vous ai dit, et aujourd'hui, à peu près au 31 mars, on en était déjà à plus de 20 000. D'accord. Enregistrés, validés. D'accord. Alors, je monte justement une question sur la question des codes. Donc, bonjour, je n'ai toujours pas reçu mes codes pour déclarer l'activité partielle pour mon association. Cela fait plus d'une semaine que nous sommes inscrits sur la plateforme. Est-ce normal? Alors, c'est normal si vous vous êtes inscrit le 17 mars. On a un souci, un bug informatique national sur le 17 mars. Donc, si vous avez fait votre création de compte le 17 mars, c'est normal. Après, il y a eu des gros soucis de création de compte. Pour vous donner une ordre d'idée, le site internet, il était fait pour gérer un certain nombre de demandes. Imaginons, on traitait 300 demandes en une année. Ben là, tout ça arrivait en 1 heure, quoi. Pour juste la région Nouvelle-Aquitaine. Donc, tout a explosé. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu des bugs sur les comptes. Donc, si vous êtes du 17 mars, c'est peut-être encore normal que vous n'ayez pas vos codes aujourd'hui. Normalement, tous les codes, les créations de comptes qui étaient en stock, qui n'étaient pas encore traitées jusqu'à mercredi de cette semaine, ont été traités. Donc, s'il y a peut-être que 2-3% de cas qui correspondent à celle du 17 mars,
Si vous n'avez ni créé le 17 mars et si vous n'avez toujours pas reçu vos codes, là, il faut se rapprocher du coup de l'unité départementale et on va traiter individuellement votre cas. Très bien, merci. Alors, une question qui touche les chefs d'entreprise de SAS, alors on peut avoir peut-être une réponse directe, mais aussi une réponse URSSAF. Les chefs d'entreprise SS ont-ils droit au fonds de solidarité? Alors, peut-être que derrière la question, il y a la question du dirigeant qui a un mandat social. Donc, je pense qu'il faut peut-être faire les deux cas, mandat social et salarié. Je vous laisse peut-être, monsieur. Peut-être côté URSSAF, monsieur Bangola. Je vous remercie. Nous, dans la mesure où on parle de travailleurs indépendants, bien entendu, le travailleur indépendant a une ouverture sur notre système d'aide aux travailleurs indépendants. On a ouvert, alors nous aussi, on va parler encore un petit peu de chiffres, on a ouvert 4800 dossiers à hier de demandes d'aide qui seront pratiquement toutes validées. On a très peu de critères pour refuser. Enfin, on va pas refuser. Il suffit que la personne ait cotisé une fois auprès de notre caisse, qu'elle soit inscrite depuis le 1er janvier 2020 et qu'elle ait vraiment une baisse d'activité. Je sais que se pose le problème, en effet, des dirigeants. Alors, ça se trouve sur les SASU. Hein. En général, on a un petit problème. Il y a un mixte de statut salarié et de statut chef d'entreprise. Alors, j'ai pas vraiment là pour ça de réponse précise. Je me suis enquis plusieurs fois auprès des services et on est dans une petite hésitation encore. Je ne sais pas du côté de la directe si vous considérez qu'un dirigeant de SASU qui éventuellement n'aurait pas eu de salaire et évidemment n'a pas cotisé à Pôle emploi, voilà, je ne sais pas comment vous le considérez. Nous, on est encore dans une certaine expectative. Pour remettre peut-être le contexte de la question, je pense que c'est une question qui tourne sur donc le chef d'entreprise qui a plusieurs salariés, donc qui est le président de sa SAS en fait, hein, et donc qui a un mandat social, donc qui est assimilé salarié mais qui n'est pas salarié. Côté direct. Alors sur la question, nous, oui, en fait, on a un positionnement qui va se rapprocher de ce que fait Pôle emploi, c'est-à-dire que pour les statuts un peu spéciaux ou pour dire simplement les gérants salariés, quoi. Ceux qui sont à la fois gérants et salariés, c'est un statut à part. Pour ceux-là qui ont cette fonction-là, on va pouvoir prendre en charge dans le cadre de l'activité partielle la partie rémunération salariée, donc l'activité salariée du gérant salarié. Mais c'est vrai à condition qu'il n'ait pas de mandat social et qu'il soit pas du coup à la direction de l'entreprise. On a publié dans la partie chat un lien que vous pouvez récupérer sur justement le fonds de solidarité. Maintenant, c'est vrai qu'il y a aucune information n'a été publiée de toute manière sur les mandataires de SAS. Donc, il y a pas mal de choses qui passent en disant que beaucoup attendent une réponse là-dessus. Oui. Je vais donc prendre une autre question. Donc de Sarah Fournier, pouvons-nous déclarer du chômage partiel pour des personnes en télétravail? Alors non, très clairement, un de vos salariés que vous mettez en télétravail durant la semaine, même s'il est chez lui, il est considéré comme étant en position de travail, c'est bien du télétravail. Donc par contre, ce qui est possible, c'est tout à fait quand même le mettre dans votre demande d'autorisation d'activité partielle. Si par exemple vous avez 10 salariés, vous faites une demande pour vos 10 salariés. Et après, par contre, dans la mise en œuvre au quotidien pour vos salariés, vous pouvez très bien leur faire travailler en télétravail le lundi matin pendant 3 heures et puis après les déclarer en chômage partiel si vous n'avez besoin que 3-4 heures dans la semaine de télétravail pour eux. Mais bien distinguer, télétravail, heures travaillées et heures chômage. Très bien, merci. Alors, attendez, parce que j'ai un petit bug. Ah oui, voilà, c'est parce que je n'ai pas fermé ma question, c'est pour ça. Alors, autre question, peut-on déclarer un salarié au chômage partiel, mais sur une partie des heures? Une partie des heures. Alors, je pense que ça… En fait… Oui, allez-y. Oui. Non, je ne sais pas si je comprends bien la question, hein, donc vous m'excusez, ce n'est pas le cas, mais en fait,
votre autorisation, c'est en fait une demande de recours. On va vous autoriser pour une période, ça va être jusqu'à fin juin ou pour 6 mois, ou voilà, en fonction de ce que vous allez demander. Donc autant, moi, je vous invite plutôt à faire des demandes longues, c'est-à-dire ne pas faire des demandes mois au mois, sinon à chaque fois, du coup, ça vous fait refaire une demande d'autorisation. On vous autorise pour une période. Après cette autorisation de recours, vous l'utilisez ou vous l'utilisez pas. Et après, donc c'est l'outil chômage partiel, c'est un outil qui est collectif et à la fois individuel et alternatif. C'est-à-dire que vous pouvez très bien, sur votre équipe de 10, si je reprends mon exemple, en mettre une première semaine les 5 premiers en fonction, la semaine d'après, les 5 autres, et puis alterner, histoire que tous les salariés, s'il y a quand même un peu d'activité dans votre entreprise, que tous les salariés qui font à peu près le même métier quand même, hein, parce qu'il peut y avoir des services non touchés aussi, que tous les salariés aient à peu près le même impact, parce qu'il y a quand même un impact financier pour eux, quoi. Donc que ça soit à peu près réparti de manière solidaire. Très bien, merci. Je sais pas si c'était ça la question. Mais... Si ça tournait autour de ça, de toute manière, s'il y a vous voulez des compléments d'information, n'hésitez pas aussi de reposer aussi votre question ou de la mettre dans le chat. J'avais donc une réponse, une question pour les URSSAF. Donc, Monsieur Pagola, pourriez-vous nous parler de la dernière mesure pour les TNS annoncée hier par le CPSTI? Confirmez-vous le montant de 2 500 € cumulable avec l'aide sur le fonds de solidarité? Quelle est la procédure? Oui, alors d'abord, je confirme les 2 500 €. Je confirme le côté cumulable. Alors, la procédure est très simple. Vous allez sur le site Sécurité sociale des travailleurs indépendants. Là, vous allez pouvoir télécharger un dossier. On vous mettra les liens sur le site tout à l'heure. Vous allez pouvoir télécharger un dossier. Vous allez pouvoir le remplir. Et vous aurez déjà, il y a une aide de base de 1 500 € et il y aura une aide supplémentaire à partir du 15 avril qui pourra monter jusqu'à 2 000 €. Mais alors là, ça sera une aide qui sera beaucoup plus étudiée par rapport, ça sera une attribution un petit peu moins automatique, elle sera beaucoup plus recherchée. Voilà. Donc, je vous confirme en effet qu'il y a eu un fonds supplémentaire qui a été débloqué par les travailleurs, par le fonds de CPSTI. Je vous remercie. Alors, je vous invite à aller dans le sondage. Un premier sondage a été publié. Donc, certains ont commencé à y répondre. De quel secteur d'activité exercez-vous? Nous sommes plus de 400 actuellement sur le webinaire. Donc, on vous remercie tous de participer à celui-ci. Alors, j'ai une question sur justement le temps de travail et donc les salariés qui sont payés sur la base de 39 heures par semaine concernant le chômage partiel. Je sais que c'est pris en charge jusqu'à 35 heures. Les 4 heures restantes sont-elles perdues? Alors, ça dépend. C'est-à-dire que ça dépend de votre secteur d'activité et de votre convention collective. Là, on rentre dans les différents systèmes d'aménagement du temps de travail. Si votre entreprise fait partie d'un secteur d'activité soumis au régime d'équivalence, mais c'est très spécifique, c'est des secteurs il y en a 5 ou 6 prévus par décret, je pense au transport routier par exemple. Là, oui, on prend jusqu'aux 39 heures, puisqu'en fait, c'est des 39 heures ou même plus. On est sur du régime d'équivalence. C'est vraiment quelque chose de très spécifique. Par contre, si vous êtes sur des contrats de 39 heures qui sont en fait de la contractualisation d'heures supplémentaires, c'est-à-dire que vous appliquez la durée du travail de base de 35 heures et vous avez contractualisé avec votre salarié les heures supplémentaires, donc les 4 autres, celles-là, normalement, on ne les prend pas. Après, je sais que, par exemple, pour le secteur de l'hôtellerie, ils sont en discussion justement pour passer en régime d'équivalence. Aujourd'hui, moi, j'ai pas l'information. Et c'est vrai que si vous êtes par exemple, dans les HCR et que vous nous faites une demande d'activité partielle, on prendra jusqu'à la hauteur de la durée du travail, 35 heures. Et donc, oui, celles qui sont au-dessus, on ne les prendra pas. En tout cas, on ne les indemnisera pas. Merci. Dans le chat, le document justement sur l'intervention de Monsieur Pagola, on vous a publié un document sur l'installation du CPSTI. Donc, vous l'avez dans la partie chat. Vous avez un deuxième sondage sur les difficultés actuelles. Quelles difficultés la situation actuelle engendre-t-elle pour votre activité ou votre organisation interne? Monsieur Pagola, vous aviez une remarque à faire tout à l'heure? Oui, une toute petite remarque sur ce qu'a dit Madame tout à l'heure. C'est un tout petit complément. Si les entreprises ont les moyens financiers
de payer la totalité des 35 heures. Hein. Ils ont la possibilité de le faire et cette partie n'est pas soumise à cotisation sociale. Merci. La partie qui va des 84% au 100% n'est pas soumise à cotisation sociale. Oui, tout à fait, c'est important de le préciser, c'est-à-dire que vous avez une obligation légale de maintien de salaire qui était de 84% du net, hein, environ, c'est 70% du brut, ça, okay. Ça c'est sûr, c'est votre obligation légale. Par contre, c'est vrai que vous pouvez très bien de manière volontaire décider quand même d'assurer le complément pour qu'ils aient au moins 100% du net, pour qu'il n'y ait pas d'impact financier dans vos équipes, ça c'est possible. Et c'est vrai que là, tout à fait, il y a quand même un avantage du coup au niveau des cotisations. J'affiche une question sur les aides des associations. Alors, on va vous mettre dans le chat le document du Conseil régional et notamment donc le fonds qui est dédié donc aux acteurs de l'ESS et des associations, donc fonds doté de 5 millions d'euros de mémoire en région Nouvelle-Aquitaine. Un document très bien fait de la région. Donc, pour les montants, les formalités, l'éligibilité, on vous invite à regarder ce document. Vous trouverez toutes les réponses nécessaires. Je vais reprendre donc une autre question. Alors, on l'a évoqué tout à l'heure, mais peut-être qu'on peut repréciser parce que ça revient souvent. Les dirigeants non salariés ont-ils droit à quelque chose? Alors, on est toujours sur la question de la SAS. Bon, voilà. Donc, repréciser peut-être parce qu'elle revient souvent, cette question. Oui, alors, comme vous voulez. Monsieur Pagola, si… Oui. Je reviens sur le problème du chef d'entreprise qui n'est pas salarié. Hein. Donc, il a droit en effet à quelque chose. Alors, au niveau URSSAF, déjà, les prélèvements du 5 avril n'auront pas lieu. Alors, ils seront reportés de mai à juillet. C'est déjà une première chose. Voilà, sur ces cotisations personnelles. Hein, je parle des cotisations personnelles, pas des cotisations pour ses salariés. Donc, les cotisations du 5 avril ne seront pas prélevées. Première chose. Deuxièmement, il a la possibilité, là on revient sur le lien qui vous est fourni sur notre site à l'instant, il a la possibilité de faire une demande d'aide particulière. Cette aide, elle va pouvoir être rallongée et de plus, il peut l'accumuler avec l'aide qui est prévue par le service des impôts. Voilà. Merci. Alors, sur le service des impôts, justement, on a une question que j'ai vue apparaître tout à l'heure. Voilà. Tac. L'aide de 1 500 €. Il semble y avoir une contradiction entre les conditions prévues pour y accéder et celles exigées sur l'application sur impôts.gouv. Je suis en profession libérale, en arrêt d'activité. Cette condition suffit-elle pour avoir droit à l'aide? Pour moi, oui. Alors, il se peut que des fois, on ne puisse pas vous apporter une réponse très précise, mais néanmoins… Le principe, c'est être en arrêt d'activité. Il y avait le premier principe, automatiquement, le chiffre d'affaires en arrêt d'activité en mars 2020, sera inférieur de 50%, parce qu'on était on était à 70, maintenant nous sommes passés à 50, de 50% par rapport à l'activité en mars 2019. Si la personne n'a plus… Imaginons un masseur kinésithérapeute, ben voilà, s'il n'a plus personne, en mars, évidemment, il n'aura aucune activité, donc aucun revenu. Donc, pour moi, il n'y a pas de doute. Maintenant, il faudrait se rapprocher de la DGFiP, mais je suis à peu près sûr. Alors, nous avons prévu sur un des webinaires, alors vous trouverez prochainement le détail des webinaires qui vont suivre, d'inviter justement la DGFiP pour toutes ces questions sous une semaine et demie. Nous avons une question sur les arrêts maladie pour garde d'enfants. Les arrêts maladie sans maladie pour garde d'enfants sont-ils prolongés automatiquement jusqu'à la réouverture des établissements scolaires? Alors là, malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous apporter une réponse aujourd'hui. Nous, on attend des précisions du ministère sur le sujet parce que du coup, c'est en discussion entre le ministère du Travail et celui de la Santé et de l'Éducation nationale aussi. Merci. Une question qui a aussi pas mal de votes. Je ne rentre pas dans les critères de l'aide du Fonds de solidarité. Du coup, je ne peux pas solliciter aucune des autres aides qui en sont dépendantes. Or, j'ai perdu environ 50% de revenus en mars. Existe-t-il des aides validées ou en étude pour ces cas?
Quels sont les critères qui font qu'ils n'entrent pas dans ce fonds de solidarité? Désolé, je réponds à une question par une question, mais baisse des revenus en mars, 50% par rapport. Alors, soit ils n'existaient pas en mars 2019, donc évidemment, de fait, voilà. Je ne sais pas, la question n'est pas assez précise pour que j'apporte une réponse. Essayez justement dans vos questions de mettre aussi peut-être votre statut, parce que ça permet d'orienter justement les différentes les réponses et surtout les aides auxquelles vous pouvez prétendre. Je vous invite de nouveau à aller dans la partie sondage pour répondre donc au troisième sondage. Comment qualifieriez-vous actuellement l'aide des pouvoirs publics en termes de mobilisation financière, de lisibilité et de rapidité de mise en œuvre? Pour les précédentes, le secteur d'activité, donc dans quel secteur d'activité exercez-vous? Nous avons 30% dans les services, nous avons 23% dans autres, et le reste se balaye en 10% dans le commerce, 10% dans le BTP et 10% dans la restauration, hôtellerie. Les difficultés et de la situation actuelle engendrent-elles pour votre activité ou votre organisation interne? Majoritairement, nous sommes sur une baisse de fréquentation et ou de commandes de clients et l'annulation de ventes ou de contrats. Donc, on est sur la baisse d'activité. J'en profite pour préciser, et je pense que la directe ira dans ce sens-là, que nous invitons toutes les entreprises à tracer depuis le 17 mars dernier cette baisse d'activité, la baisse de leur personnel, en tout cas des équivalents temps plein dans l'entreprise, pour montrer justement dans le cadre d'un contrôle, vous le releviez tout à l'heure, Madame Glandier, la sincérité de vos chiffres et de vos données. Et comment qualifieriez-vous actuellement l'aide des pouvoirs publics? Nous sommes à 40% complexe, donc ça renforce justement de faire intervenir nos institutions sur ce plateau. Et encore une fois, on les remercie parce que vous avez la source des informations. À 35% acceptable, et c'est ce qu'on trouve majoritairement donc complexe et acceptable. On a la rapidité à 20%, donc écoutez, c'est quand même très bien. Alors, on va afficher donc une nouvelle question. Alors, je les balaye, c'est pour ça que des fois, je prends un petit peu de temps parce que entre regarder la question, voir si elle n'a pas été répondue et les votes, c'est pour ça que il faut que… Alors, on retrouve toujours ces questions de chefs d'entreprise. Il y a des questions, voilà, les chefs d'entreprise ont-ils droit au chômage partiel? Je pense qu'on est toujours sur le statut du chef d'entreprise. Mandataire social, c'est non. Il n'y a pas de chômage partiel si c'est un mandat social, c'est-à-dire même assimiler salarié en mandat social. Après, s'il est salarié de sa structure, il bénéficie du chômage partiel comme tout salarié. Alors, j'ai une question sur les associations. Donc, les associations avec financement de régions et départements, 50% de leur budget peuvent-elles prétendre à l'activité partielle? Alors, si c'est une partie de leur subvention seulement, une partie de leur budget, ce qu'après le cas 50%. Si je sous-entends que les 50% autres sont liés à une activité économique, une prestation qui fait rentrer du financement et qui fait fonctionner l'association, oui, potentiellement les CDD et CDI seraient éligibles de cette association. Après, si c'est une association, par exemple, je prends un exemple de culturel ou même à la rigueur sportive, mais qui fonctionne sur des adhésions annuelles et purement de la subvention, non, à ce moment-là, non. Puisqu'on considère que du coup, la crise coronavirus, même si elle les empêche va pas les impacter financièrement. Merci. Mais bon, après, ça se regarde dans le détail, quoi. Il y a une question, alors ce qui interroge, alors je vais y répondre parce que certains doivent aussi se la poser. Donc beaucoup de questions intéressantes. C'est vrai que on peut pas répondre à toutes les questions malheureusement puisqu'on a un format de 3/4 d'heure. Alors vous y aurez accès, oui, puisque vous recevrez un mail après cette conférence pour accéder au replay. Donc le replay, vous aurez accès au chat, aux questions, au sondage, donc et bien sûr les réponses des intervenants. Donc, vous pourrez les regarder tranquillement ensuite chez vous.
Autre question, hormis les cas de demande de chômage partiel mal renseignés, pouvez-vous nous dire s'il y a des refus en Nouvelle-Aquitaine? C'est ce que vous avez indiqué tout à l'heure, Madame Glandier, sur les données de mercredi dernier. Vous aviez, je crois, 4 dossiers. 4, et en fait, il y en a un après qui a été validé, ils sont revenus avec une nouvelle demande, ils ont été validés, donc en fait 3. D'accord. Sur 20 000. Oui. Alors, Alors, peut-être une précision, si j'en profite pendant que vous cherchez une autre question. Surtout, ne pas considérer. On peut, comme je vous l'ai dit, il y a un système d'invalidation. Alors, le terme est mal choisi, mais si on vous invalide votre demande et que vous recevez un email avec en objet invalidation de la demande d'activité partielle, ce n'est pas un refus. C'est juste une demande de précision. On est dans un dialogue dématérialisé. Donc, c'est juste ça. Vous inquiétez pas. Ça ne veut pas dire que votre demande est refusée. Alors, une réponse. Alors, on va essayer de bien la relire. Propriétaire de camping, avons-nous aussi le droit à l'aide de 1 500 €, sachant que pour mars, en 2019, 0 € et en 2020, 0 € aussi, car nous n'ouvrons qu'en avril. Mais nos comptes en mars 2019 et mars 2020 ont été très nettement baissés. Donc, puisque le chiffre d'affaires, effectivement, est en comparaison avec l'année N-1, donc sur la même période, la question est de savoir comme il y avait 0 et qu'il y a toujours 0, est-ce que sur la partie de mars, justement, ils peuvent bénéficier de l'aide de 1 500 €, mais il n'y avait pas de chiffre d'affaires en mars 2019. Oui, si vous permettez, j'ai un début de réponse. Il est bien évident, lorsque vous regardez le dossier de demande d'indemnisation, il faut le motiver. Hein. Alors, la motivation, elle peut être simple. Et je pense que dans ce cas-là, il devrait y avoir une ouverture à négociation et une ouverture. Il n'y a pas beaucoup de freins sur les demandes d'indemnisation, mais je pense qu'il faut un minimum de motivation. Voilà. Pour moi, une bonne motivation peut faire passer ce dossier. D'accord. Merci. Alors, j'ai une information à vous transmettre aussi en direct. On parlait tout à l'heure des questions des 35 heures et 39 heures et vous évoquiez, Madame Glandier, le sujet de l'hôtellerie-restauration, donc l'UMI. Voilà, donc on a une confirmation de l'UMI région que ça avait été validé par le ministère. Donc son président, Laurent Barthélémy, avait porté cette réponse, comme quoi ça a été validé par le ministère pour l'hôtellerie-restauration. Voilà, c'est aussi l'intérêt de ces webinaires, d'avoir aussi des informations en live. Si des hôteliers restaurateurs sont connectés, vous avez une très très bonne information obtenue à ce webinaire. Alors, une question sur le délai de paiement. Le délai de paiement de l'indemnisation activité partielle est annoncé de 14 jours. Est-ce tenable ou faut-il s'attendre à un retard ? Alors, je vais être complètement transparente. Sur l'indemnisation, dès qu'elle est validée, votre demande d'indemnisation, dès qu'elle est validée par les services, là, il faut compter 10-12 jours pour que ça arrive sur votre compte en banque, normalement. Le problème, c'est la masse des demandes d'indemnisation qu'il faut valider et le fait que du coup, ça nous demande du délai. Alors, on est en plein renfort des équipes. Voilà, ils travaillent non-stop pour vraiment indemniser au maximum. Et ça, c'est une situation qui va durer jusqu'au 9 avril. À partir du 9 avril, on a une transformation du système où tout va être automatisé. Donc, la partie indemnisation, vous allez faire votre demande et ça sera un peu un système, mais on n'a pas encore du coup les modalités réelles. Mais en tout cas, ce sera un système un peu comme les 48 heures. C'est-à-dire qu'au bout de 48 heures, ça partira directement en paiement, ce qui évitera que ça traîne en fait dans le système informatique trop longtemps pour vous et vous pénaliser. Néanmoins, ça veut dire que du coup, il y a possibilité d'avoir quand même un risque d'erreur, de saisie de votre, ou de mauvaises indications de l'aménagement du temps de travail. Donc, faites bien attention parce que du coup, après, ça veut dire que potentiellement après, dans le cadre d'un plan de contrôle, on pourrait revenir régulariser avec vous votre indemnisation. Merci. J'ai une question sur la fin du confinement et l'activité partielle. La date de fin de confinement décidée par l'État sera-t-elle synonyme de fin d'activité partielle selon la directe? Non, c'est-à-dire que nous, les autorisations qu'on est en train de vous délivrer, qu'on vous a délivrées, donc là, nous, on vous conseille plutôt à minima d'arrêter au 31, au 30 juin, 30 juin.
Et voir, vous pouvez aussi éventuellement dépasser un peu plus. Bon, après, il y a la question des congés d'été, des semaines de congés payés, mais bon. En tout cas, vous pouvez, ça, c'est pas une limite fixe. Par contre, à minima, jusqu'au 30 juin, c'est ce qu'on vous conseille. Et puis après, si au final, la fin du confinement, elle est, disons, mi-avril, fin avril, je l'espère, tout simplement, vous allez arrêter d'utiliser votre autorisation, quoi. Et du coup, vous repartez en travail et c'est pas grave. Et ça veut dire que fin mai, par exemple, ou sur les 2 dernières semaines de mai ou sur le mois de juin, ben, vous ferez pas de demande d'indemnisation. Pas de souci. Merci. On a un certain nombre de questions sur la question des prêts bancaires garantis par l'État. On va classer vos questions pour les mettre de côté et justement on aura donc des invités prochainement du secteur bancaire, de BPI, qui pourront répondre d'une façon très claire à ces difficultés qu'ont certains, où les banques leur demandent beaucoup de garanties. Donc les questions, c'est de se dire, faut-il que j'ai les 2 genoux au sol pour qu'on puisse m'aider? Donc ça, ce sont des sujets qui sont très importants sur lesquels nous allons revenir très rapidement. Oui, si vous permettez, allez-y, si monsieur vous permettez, Pellegrin. tant qu'on donne des bonnes nouvelles, il y a aussi une nouvelle qui est pas trop mauvaise, un effort aussi qui a été fait par la volonté des patrons et des salariés qui dirigent l'URSSAF. Tous les échéanciers sont reportés automatiquement de 3 mois. Hein, si vous avez déjà des dettes à l'URSSAF, si vous avez des échéanciers qui étaient acceptés, ils sont automatiquement reportés de 3 mois dans le temps. Il n'y a plus de contrôle, ça c'est aussi une nouvelle intéressante pour les entreprises. Et au niveau de l'URSSAF Aquitaine, dans un premier temps, je ne sais pas comment fonctionneront les autres URSSAF, mais il n'y aura plus de commission de recours amiable. C'est-à-dire que les entreprises qui auront été en commission de recours amiable ne risqueront pas de recevoir une réponse négative le jour où ils reprendront leur activité. Les commissions de recours amiables, à la demande des administrateurs CPME, entre autres, se retrouvent bloquées et ne redémarreront que quand l'activité redémarrera. Voilà, je tenais à le signaler. C'est aussi une nouvelle pour aider un petit peu les entreprises à souffler, y compris lorsqu'on va redémarrer. Très bien, merci. Question, Mme Grandier, si vous avez une réponse sur celle qui est affichée. Donc, oui, des dossiers bloqués auprès de l'ASP avant mercredi. Alors, tout dépend des dossiers. Alors, je suppose que vous faites référence à mon propos du début sur les comptes, ça, la création de comptes, j'imagine. Oui. Hein. Alors, tous ceux qui ont été créés avant le mercredi de cette semaine et qui sont justement bloqués, logiquement, s'ils ont été créés le 17 mars, ça c'est en train d'être réglé. On a eu un message du coup du 2 avril, donc c'est hier, comme quoi ils étaient en train de faire l'opération de correction. Si par contre si vous êtes encore bloqué, que ça date de votre création date d'avant mercredi, on vous demande de vous signaler auprès du service en unité départementale. On vous fournira les contacts mail, il n'y a pas de souci, parce que du coup nous on fait le listing, on remonte et ils seront traités manuellement par le service l'ASP. Très bien, merci. Une question pour Monsieur Pagola sur la question des charges sociales et notamment le report des charges sociales donc et fiscales, report de prêts garantis par l'État, bonne mesure, mais en revanche au final l'entreprise paiera tout, au final juste 1 500 € d'aide sous condition. Est-ce que sur la question des reports de charges sociales, vous avez des informations ou en tout cas des sujets que vous défendez? Alors oui, évidemment, on a une défense, nous, président des petites et moyennes entreprises, on a une vue de séparation entre la très grande entreprise et la petite entreprise. C'est vrai qu'on a une demande au niveau de la CPME, c'est un effacement des cotisations sociales et fiscales, au moins sur la période du mois de mars et du mois d'avril. Voilà. Et ça, c'est un combat, mais c'est notre combat de syndicalistes patrons. On en a nous aussi. Très bien. Mais je vous remercie. Alors, on va clôturer puisqu'on est dans notre timing. Je vous remercie d'aller aussi d'aller dans le sondage pour le dernier sur votre appréciation sur le sondage. Je remercie donc les plus de 400 internautes, 422 exactement, qui se sont connectés sur ce créneau. Nous nous retrouverons donc mardi prochain à 14h jusqu'à 14h45. Suivez l'actualité pour voir les invités qui seront présents. Je remercie Mme Glandier, bien sûr, pour
sa présence pour le compte de la Directe. Je remercie aussi Monsieur Pagola pour les URSAF. Et je vous dis tous à très bientôt. N'hésitez pas aussi à aller voir le replay pour les questions, les réponses aux questions. Merci. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.